Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, merci d'avoir rejoint ce webinaire consacré aux résultats de notre grande étude nationale 2025, carrière et salaire QSE. Alors, vous avez été très nombreux à participer à cette étude et je sais que vous avez hâte de savoir comment vous vous situez par rapport aux autres professionnels QSE qui ont répondu. Alors, pour rappel, le contexte économique, les évolutions environnementales et réglementaires impactent directement vos modes de fonctionnement, votre métier, vos fonctions et votre carrière. Et c'est dans ce contexte que Parcours Croisé et l'AFNOR ont souhaité vous accompagner afin que vous puissiez vous situer et anticiper au mieux ces changements. Alors, comment vous situez-vous par rapport à vos pairs dans vos fonctions? Quelles sont vos perspectives d'évolution et de carrière? Et êtes-vous bien payé? Analyse et indicateurs clés à l'appui, notre experte Anne-Laure Mauduit de Villers, coach d'équipe spécialisée dans l'accompagnement des fonctions QSE-RSE, vous apporte les éléments de référence. Alors, la présentation durera une trentaine de minutes et sera suivie par 15 minutes environ pour les échanges afin de répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez donc poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Anne-Laure à la fin de sa présentation. Tout de suite, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse donc la parole à Anne-Laure Mauduit de Villers. Bonjour à tous et à toutes. Je vais arrêter ma vidéo. Là, je l'avais allumée pour que juste vous puissiez mettre un visage. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous présenter ce nouveau baromètre, cette grande étude 2025 qui nous permet de réitérer une étude qui avait été auparavant réalisée en 2018. Donc, on va effectivement partager les enseignements de cette étude. En préambule, j'aurais envie de dire que l'objectif, c'est pas tant de vous donner des chiffres, mais surtout de voir ensemble et de comprendre ensemble comment finalement le métier QSE évolue et où est-ce qu'il se projette. Un petit moment méthodologique. Donc, cette étude quantitative a été réalisée online sur un questionnaire qui a duré environ 17 minutes, adressé aux professionnels QSE via différents canaux et tout ça s'est réalisé sur la période du mois de juin. Cette étude a été réalisée par le cabinet Time2Be qui traditionnellement accompagne le groupe AFNOR sur ce baromètre. Donc au final, on arrive à 1462 questionnaires exploitables. On entend par questionnaire exploitable, vous le voyez, c'est à la fois ce qui est dans la cible et puis ce qui est rempli globalement à 5 sixièmes du questionnaire. Tout le long de l'étude, vous allez voir certains chiffres qui vont être soit entourés, soit coloriés en rouge ou en vert. Quand on est sur des chiffres en vert ou des petites flèches vertes ou des petites flèches rouges, ça correspond à quoi? Ça signifie que les résultats sont significativement supérieurs à la moyenne, donc que c'est vraiment extrêmement représenté et significatif. Et en rouge, à la fois, c'est sous-représenté. Quand c'est faisable, je vous ferai des comparaisons avec le baromètre 2018. On a quelques items qui ont changé cette année, mais globalement, vous verrez là aussi, et je pointerai du doigt ces changements puisque c'est bien ce qui nous intéresse. Voilà, donc sans plus tarder, les premiers résultats. Alors, la première partie, c'était finalement professionnel QSE. Qui êtes-vous et que faites-vous? Cette année, 37% d'hommes professionnels QSE et 63% de femmes. Vous voyez que dès ces premiers chiffres, on voit ici une évolution un métier qui, pourrions-nous dire, se féminise puisque vous voyez qu'auparavant, en 2018, on était à 54% de femmes. La moyenne d'âge, 42 ans versus 39% en 2018. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes qui ont répondu à l'échantillon et qui ont vieilli en même temps que notre baromètre, mais toujours est-il qu'on peut dire donc qu'on a également une fonction qui s'installe avec des parcours plus expérimentés et une augmentation de l'âge en 2018. 100% sont diplômés, 62% sont titulaires d'un bac plus 5 ou plus. Et on a donc une fonction qui s'est professionnalisée puisque vous voyez 11,8 ans en moyenne d'exercice dans le domaine QSE, toute expérience confondue, qui est en augmentation. En 2018, on était à 9,5 ans. 71% obtiennent un diplôme en lien avec les sujets QSE. Donc, vous voyez là aussi un indicateur qui nous montre qu'on a une concentration, vraiment une professionnalisation, une spécialisation autour des sujets QSE.
56% en formation initiale et 44% en formation continue. Ce 44% en formation continue est intéressant, il n'avait pas été posé en 2018. Et quand on regarde un petit peu plus en détail ces chiffres-là, on regarde une augmentation des organismes de formation, une baisse des écoles d'ingénieurs et une augmentation des cursus universitaires et des autres écoles. Euh, on voit également une montée en expérience et des parcours plus mobiles, puisque vous voyez qu'on a 2,9 organisations, enfin une expérience qui a été acquise dans en moyenne 2,9 organisations. En 2018, nous étions à 2. Et puis, nous avons 94% de professionnels QSE qui sont en CDI, 69% de cadres. Dans l'échantillon, nous avons à peu près 5% de consultants. Et puis, les consultants, eux, vont se distinguer, bien évidemment, sur une expérience plus longue et une mobilité plus marquée que les professionnels en poste. Donc là, ces slides-là nous permettaient de vous présenter finalement qui vous êtes et où travaillez-vous. Alors, 91% des professionnels QSE travaillent dans le secteur privé. Ça ne bouge pas tellement. 33% travaille en industrie manufacturière. Là aussi, vous pouvez regarder les autres secteurs. On a 13% dans les activités de service, 10% construction, 10% activités spécialisées, 5% transport, 6% santé humaine. Là, globalement, on reste sur des chiffres cohérents avec l'année précédente. Ce qui change, vous voyez ici, 58% des professionnels travaillent dans de très petites ou moyennes structures. Là où l'année précédente, là en 2018, pas l'année précédente, en 2018, nous avions 50%. Donc, on voit ici que on a une fonction qui se structure vraiment dans toutes les tailles de l'entreprise. En tout cas, ça commence vraiment à se déployer partout. Les sièges d'entreprise et sites indépendants du siège sont plus représentés que les autres types d'établissements, mais là aussi, on est sur une réponse que l'on voit globalement traditionnellement. Les régions de travail, une baisse de l'Île-de-France, on est à 16% sur l'échantillon, et Auvergne-Rhône-Alpes, 15%, Hauts-de-France, 10%, Occitanie, 9%. Et après, Grand Est, 9%, Nouvelle-Aquitaine, 9%, Pays de la Loire, 6%. En tout cas, on a une représentativité de toutes les régions. Alors, la place de votre métier maintenant dans l'organisation. Vous voyez, 57% des professionnels QSE sont rattachés à un département service où il y a un gros bloc, on va dire, QSE, QSSE, QHSE, QHSSE. 29% un département ou un service uniquement qualité, donc vraiment très centré. Et puis viennent ensuite 19% à la RSE, 14% à la direction, au sens direction générale, direction métier ou site de région, 11% à un service de sécurité prévention. 29% des organisations fonctionnent avec seulement un professionnel QSE, qui est là aussi, on est sur des résultats globalement au même niveau que 2018. Donc, on voit toujours qu'il y a tout de même un enjeu de moyens sur cette profession, hein. En moyenne, on compte 17 collaborateurs sur les sujets QSE, la médiane étant à 3. Ce qui peut aussi s'expliquer sur ces chiffres-là, c'est qu'on a un échantillon qui est davantage composé de petites et moyennes entreprises. Donc, bien évidemment, ça a un impact important sur le nombre de TP. Le poids des activités QSE au sein du service, alors 84% sont occupés à 80 et plus sur les activités QSE. Et vous voyez ici qu'on a une augmentation, puisque en 2018, on était à 56%. Donc vraiment, là aussi, on se recentre finalement sur les activités QSE. Ce qui ne veut pas dire, on va le voir, un peu de teasing sur les slides suivants, que l'on n'a pas un élargissement de ces missions, mais en tout cas, il y a un centrage sur des activités QSE. La grande majorité dans les 80%, la moitié dans les 50%, ce qui est quand même encore beaucoup, hein, 50% des professionnels QSE qui sont mobilisés à 50% sur la thématique QSE, une minorité dans les 20% et une part minime, moins de 20% pour le poids de leurs activités QSE dans
leur activité. Alors, le poste que vous occupez, on a vu qui vous étiez, on a vu vos missions et aujourd'hui, donc, le poste que vous occupez. 58% d'entre vous a le titre de responsable. Et on voit ici que c'est en augmentation puisqu'on était à 54% sur le baromètre de 2018. Deux fonctions vont sortir du lot, 41% la fonction QSE, mais là aussi, en 2018, on était à 33% et 28% qualité. À noter la forte augmentation de la RSE qui atteint 3% en fonction. Donc la fonction QSE s'est élargie. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a 45% des professionnels QSE qui sont managers, 53% prennent part aux décisions, enfin nous disent prendre part aux décisions stratégiques, et parmi ceux-là, 30% siègent au CODIR. Au niveau de la gestion du budget, on a 31% des professionnels qui gèrent un budget. Et là, on a aussi la preuve donc, que la fonction a gagné vraiment en poids organisationnel. Mais il y a encore de fortes disparités hein, entre les secteurs et la taille des entreprises, notamment, bien évidemment, vous vous en doutez, sur le montant des budgets. Donc, vous voyez, 6% plus de 1000 KE, 30, oui, c'est ça, 4% entre 500 et 1000 KE. 64% en augmentation par rapport à 2018, puisqu'on était à 50% entre 100 et 500 KE et moins de 50 KE, 37%. Euh, Au niveau du management également, ce qui n'est pas indiqué sur les slides, mais qui peut être intéressant, alors ça, c'est des choses qu'on retrouve, hein. Ceux qui managent le plus sont globalement les hommes, 53% managent versus 42% les femmes. Et on est aussi dans le management davantage dans l'industrie, 57% versus 38% dans les services. Quelque chose d'important aussi par rapport à vos missions d'auditeurs. Vous voyez que 80% ont des missions d'auditeurs contre 75%. Alors, on a ajouté un item cette année, notamment concernant les audits externes, qui était l'audit fournisseur. On a trouvé intéressant en fait d'aller regarder finalement quel était le poids de ces audits fournisseurs dans vos missions. Donc audit fournisseur 19%, autre audit externe 12% et en audit interne, donc 73% d'entre vous mènent des audits internes. Les sujets maintenant. Combien de sujets traitez-vous en moyenne? Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait une part importante de cette fonction QSE, de la qualité, etc. Et là, en fait, on voit qu'il y a une baisse du nombre de sujets. On passe à 5,3, là où en 2018, on était à 8,1 sujets traités en moyenne. Par contre, on reste à peu près sur le même nombre de sujets phares, c'est-à-dire qu'on reste à 3,1 sujets phares en moyenne. À noter là aussi hein, une augmentation très significative de la RSE que nous n'avions pas en fait les années précédentes. Alors, Euh, la place, là on vient de voir la place. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment est-ce que finalement vous vous sentez reconnu. Alors la reconnaissance étant très très large, hein, c'est est-ce que je suis à un niveau managérial, est-ce que je suis au CODIR, est-ce que mes missions s'enregistrent, le salaire, bien évidemment, nous allons y arriver. Vous voyez qu'on commence à rentrer dedans dans la décomposition. Alors, au cours des 3 dernières années, 67% des professionnels QSE nous disent avoir vu leur mission s'enrichir. 67%, pardon, 63% en 2018. Donc, une augmentation de l'enrichissement des missions. 62% ont vu leur salaire évoluer versus 57% en 2018. Donc là aussi, une évolution, une belle évolution. Et 40% ont changé de poste versus 25% en 2018.
Donc, vous voyez que ces trois informations, déjà, nous montrent que les missions se sont élargies, que la fonction continue, se poursuit son évolution. Maintenant, en termes de rémunération. Alors, 47% déclarent disposer d'une rémunération variable. On avait intégré à l'intérieur prime, intéressement, participation. 23% déclarent disposer d'avantages en nature. Quelle est la perception du Alors, salaire? Anne-Laure, Oui, je me oui, permets de te couper parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs questions sur qu'est-ce que tu entends par sujet. par Comme ça, sujet, c'est oui, ça? sujet. Oui, Voilà. ok. Alors j'entends par sujet, oui, merci Nicolas. C'est important. J'entends par sujet, alors je vais peut-être y revenir, clac, oui, sur les sujets phares. En fait, de la question sur les sujets, c'était quels sont alors il y avait le nombre de sujets, combien vous pensez vous traiter de sujets, et dans les sujets, c'était sécurité, SST, RSE, environnement. euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Environnement, hygiène, voilà. Et donc, Pe- on leur demandait, Peut-être audit aussi. Il y avait peut-être des sujets comme ça, non? Qualité, euh, je me souviens. oui, c'est ça, ouais. Et Ouais. donc c'est la raison, donc c'est tous ces sujets-là, et on leur demandait globalement combien vous traitez de sujets. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, oui, je pense que c'est clair. Merci beaucoup, Ok, Anne-Laure. merci. Merci. Merci, Nicolas. Euh, donc, nous étions sur le salaire, une fois qu'on a vu les sujets. Alors, sur le salaire, donc 56% ont la sensation d'être moins bien, à beaucoup moins bien payés que leur père. Donc, une majorité, mais vous voyez un résultat qui est très, très, très en baisse par rapport à 2018, où en 2018, vous étiez 74% à avoir cette sensation. 11% en augmentation estiment être beaucoup plus payés que leur père, versus 7% en 2018. Non, 1%, pardon. 11% plus payés, identique 32%, mais en augmentation également. Moins bien payés 46% versus 52% en 2018 et beaucoup moins bien payés 10% versus 12% en 2018. Sans plus attendre, car je sais que ce sont des chiffres qui sont attendus, euh, vous vous sentez plus ou moins bien payé, mais finalement, combien gagnez-vous? Alors, on va parler ici uniquement de rémunération fixe parce que le variable est très difficile ensuite à caractériser. Après, quand je vous montrerai vous allez voir par segment. Alors, le salaire fixe, en moyenne, 47,4 KE brut annuel. Et vous voyez, en augmentation par rapport à ce qui était annoncé en 2018. Vous avez sur la droite, en fait, vraiment tous les segments. Alors, je ne vais pas tous les lire puisque vous les avez et je vous laisse, si besoin, vous situer. Donc, on a en fait vraiment la majorité en fait de l'échantillon qui se situe entre 39 et 50 KE, avec, vous voyez, des augmentations plutôt sur les fourchettes hautes en fait, hein, à partir de 40 à 44 KE, on voit des pourcentages significativement supérieurs à 2018. Le variable, là, je vais moins passer de temps. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à peu près à 4,6 KE brut annuel de variable. Et là aussi, on voit une augmentation des fourchettes du variable entre 2025 et 2018. Si on regarde un petit peu plus en détail, alors j'espère que vous voyez bien. En tout cas, j'ai voulu vous mettre le maximum d'informations parce que je sais que vous aimez bien aussi regarder où est-ce que vous pouvez vous situer. Donc, vous avez sur le cadran, alors sur ma gauche, les différences en fait entre l'âge et puis le genre. Donc, ben, traditionnellement, hein, on a des fourchettes moins importantes sur les catégories plus jeunes et des fourchettes plus importantes sur les catégories plus âgées. Donc, plus de 50 ans, le salaire moyen est de 55,3. 46 à 50, 52,7, 41 à 45, 50,1. Donc, vous vous souvenez, en tout début, je vous ai dit là où il y a des ronds rouges ou des ronds verts, c'est significatif. Donc, on est
plus on est âgé et plus on est significativement mieux payé que la moyenne. Ça paraît un petit peu logique. Les tailles d'entreprise, là aussi, quelque chose qui est logique. Plus on est dans une grande entreprise, enfin, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate traditionnellement. Plus on est dans une grande entreprise et plus le salaire moyen va être important. Donc, dans les PME, on est à 43,8 en augmentation. Hein. Vous voyez qu'en 2018, le salaire moyen était de 37,1. 50 KE en moyenne dans les ETI, en augmentation également, 57 KE dans les groupes, en augmentation également par rapport à 2018. Les secteurs, là aussi, secteur public et services, on est significativement moins payé en salaire moyen, donc on est à 43 et 45. Et les secteurs où il y a une plus forte rémunération, l'industrie à 49,7. À noter toutefois hein, que dans le secteur construction et production et distribution d'électricité d'eau, on est globalement à la moyenne. Par contre, on constate une augmentation. Vous voyez, par rapport à 2018, où dans le secteur de la construction, il y a une assez nette augmentation. Dans le secteur de la construction, on était plutôt autour de 39 KE en 2018. Et puis les postes également. Donc vous voyez poste coordinateur, chargé de mission, animateur, technicien, assistant, significativement en deçà du salaire moyen, les directeurs au-dessus du salaire moyen, en augmentation par rapport à 2018, on est à 77 KE, et puis le responsable à 48,6, là aussi en augmentation, ainsi que l'ingénieur. Je vous laisse peut-être juste Alors, un petit peu... Oui. voilà, le temps qu'on s'arrête sur ce slide, Anne, j'ai effectivement, est-ce que les industries comprennent l'agroalimentaire, par exemple? Oui, oui, ça comprend l'industrie. Dès lors que c'était industrie agroalimentaire, ça ne comprend pas l'agriculture, mais ça va comprendre l'industrie agroalimentaire. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et est-ce que tu as fait des distinctions entre les régions et Paris? J'imagine que oui. Euh, oui, Non, mais je ne les ai pas ici. Mais globalement, on va retrouver. Alors, la difficulté après, c'est que c'est très corrélé au secteur. Donc, en fait, c'est plutôt le secteur qui va ressortir significativement. très bien, merci. Je ne te coupe plus dans, Il n'y a pas, il y a pas de dans souci. ton élan, je te Il laisse n'y a pas de poursuivre. souci. Merci beaucoup. Ça permet à chacun de pouvoir regarder un peu plus en Exactement, détail parce que je sais que des fois, ça peut aller un peu vite et c'est beaucoup de chiffres. c'est ça. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, un élargissement, enfin, une recentration sur les sujets, mais un élargissement des missions, un salaire en augmentation, êtes-vous satisfait? Alors, le taux de satisfaction, 7 sur 10 en moyenne, attribué sur tous les items. Vous voyez cela dit, et c'est peut-être là qu'il peut y avoir un paradoxe. On a en point positif qui ressort l'intérêt du poste, mais avec une baisse quand même significative de cette note sur l'intérêt du poste. Vous voyez quand la petite colonne où vous avez les chiffres grisés, c'est 2018. En 2018, la note était de 8,3. Là, on est à 7,8. La relation avec le manager, également en baisse avec 7,2. Là, on était à 7,7. Finalement, qu'est-ce qui fait que cette satisfaction, pardon, elle a augmenté, puisqu'on est passé de 6,4 à 7? Eh ben, c'est les petites flèches vertes, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, 7,1, l'ambiance de travail, 7, et les conditions matérielles, 6,9, ainsi que l'implication sur les sujets stratégiques et le niveau de rémunération. Même si le niveau de rémunération et les perspectives d'évolution en interne restent les items les moins bien notés, hein, puisqu'on est à 5, 8 et 5. Donc les professionnels aiment leur métier, mais il y a encore quand même un manque, en tout cas ressenti, de reconnaissance. Alors, excuse-moi encore une fois, Oui, Anne-Laure. Alors, on me dit on ne voit pas les flèches vertes en fait. ça y Si, est. ça y est, voilà. Elles ont été mises à l'écran, donc on va rester un petit peu dessus le temps de regarder ces flèches et je te laisse poursuivre alors.
Merci beaucoup, Anne-Laure. Je t'en prie, Nicolas. Donc effectivement, je reviens, et excusez-moi, hein, je n'avais pas lancé les flèches. Donc les flèches, vous les voyez ici. Donc vie équilibre perso, vie pro, vie perso, l'ambiance de travail, les conditions matérielles. Vous voyez que c'est en augmentation par rapport à 2018, ainsi que même si on reste quand même plus bas sur la rémunération et l'implication dans les sujets stratégiques. Donc c'est ce qui vient expliciter finalement l'augmentation de la satisfaction qu'on peut constater entre 2018 et 2025. Alors, pour l'avenir, comment vous vous projetez finalement et je vois le temps qui tourne, il faut que j'avance pour arriver sur les compétences. Situation dans 3 ans. 47% des professionnels se voient en mouvement dans 3 ans, c'est-à-dire à un autre poste, en forte baisse par rapport à 2018, hein, puisqu'on était à 58%. Dans un autre poste, dans les mêmes fonctions, 36%. Dans un nouveau poste supérieur, 26%, absolument aucune idée, 12%. Consultant, conseiller, formateur, auditrice, 11%. Dans un tout autre métier en reconversion, 5%. Dans un poste proche de l'actuel mais sans évolution, 5%. Donc fortement en baisse. Vous voyez que c'est le côté sans évolution en fait, hein, qui est en baisse en fait. Donc vous percevez qu'il y a une évolution du poste. 61% dans la même entreprise en forte augmentation et 20% dans une autre entreprise, une autre organisation. À mon compte, 17%, pardon, à mon compte 2% et peu importe 17%. Que redoutez-vous finalement pour l'avenir? Donc le plus redouté, c'est de rester au salaire actuel ou de perdre son emploi et faire un métier inutile à la société. La recherche de sens est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la fonction du professionnel QSE. Euh, Ne pas retrouver d'emploi, 12% ou 26% si c'est toutes. Vous voyez l'impact de l'IA parmi toutes les situations redoutées, 12% et la plus redoutée pour 5% d'entre vous. Ensuite, on a demandé les rêves exprimés également. Finalement, ce serait quoi vos rêves? Alors, ce qui remonte, c'est la montée en responsabilité, le fait de pouvoir être attaché au codir, de pouvoir manager des équipes. Quelque chose d'important, retrouver du sens et de l'éthique dans son travail. Ça, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des verbatims en fait, hein, puisqu'il y avait une question ouverte. Retrouver du sens et de l'éthique. Derrière ça, vous y avez mis l'engagement RSE, l'impact environnemental, la qualité de vie au travail, chercher un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et pour une part très non négligeable, à la fois on le voit dans le quantitatif, mais ça Alors, ressort également. Anne-Laure, Oui, oui. encore une fois, excuse-moi, on voit pas effectivement, est-ce qu'il y a un slide des Non, rêves dans non, ta... Ok, donc c'est non, juste à l'oral, ouais, voilà, pour c'est ce que je suis en préciser, train de vous dire, préciser. que là, ça ne s'affiche pas et que ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on creuse, il y avait une question ouverte en fait dans le Voilà, questionnaire. Et pour vous dire ce qui ressortait, merci. parce que là, je vous ai mis qu'une synthèse en fait, hein. Donc, c'est vraiment les éléments prégnants de cette étude, mais ça me semblait intéressant d'aller regarder dans la question ouverte ce qui ressortait. Et en fait, il y a vraiment ce qui ressort et qu'on ne voyait pas en 2018, mais là aussi, on le voit dans beaucoup de fonctions, hein, le Covid étant passé par là, c'est pour une part non négligeable d'envisager une reconversion professionnelle. Donc voilà, ça me semblait important de le souligner. Alors, maintenant, nous allons parler des compétences. Quelles compétences devez-vous maîtriser dans les prochaines années? Alors là, il y a ça, la façon dont nous l'avons mené cette année est un petit peu nouveau, notamment en termes de méthodologie. Avant de vous montrer finalement les compétences qui ressortent, je vais vous faire un tout petit point méthodologique. La façon dont ça a été fait, c'est ce qu'on appelle un trade-off. De quoi il s'agit? On a été, en fait, on a déterminé 18 compétences, alors que l'on a déterminé comment. On a auparavant fait une phase qualitative, on a interrogé, voilà, des responsables QSE. On a priorisé 18 compétences
en demandant à chaque participant d'identifier parmi des blocs de trois, vous savez, un petit peu comme dans les tests, je ne sais pas si vous connaissez les tests de comportement, etc. Vous avez trois compétences et vous devez dire, parmi ces trois compétences, laquelle est la plus importante, laquelle est la moins importante. Donc, c'est une méthode qu'on appelle MaxDiff, qui permet finalement, c'est une méthode qui permet de créer un ensemble de scénarios vraiment équilibrés qui va nous garantir que chaque compétence est représentée un nombre identique de fois et qu'elle est comparée les unes aux autres auprès de tous les répondants. Et donc, globalement, il faut que vous ayez en tête que chaque compétence a été présentée 1400 fois, qu'il y a eu à peu près 16 000 décisions qui ont été données sur ces compétences-là. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement solide. On est sur un métrique, la compétence 1 quand c'était toujours la plus importante, moins 1 quand c'était toujours la moins importante. Voilà. Euh, donc, je vous le disais, 18 compétences catégorisées en 6 grandes thématiques. Donc, nous avons en thématique la gouvernance stratégie, dans laquelle vous allez retrouver intégrer la qualité dans une gouvernance responsable et durable, incarner et promouvoir la culture QSE. Ensuite, on a pilotage des indicateurs, pilotage financier, définition et suivi d'indicateurs, gouvernance et pilotage intelligent des données qualité, visualisation dynamique des données. Après, on avait un bloc de compétences autour de l'agilité et l'innovation, donc la gestion agile du changement systémique, la mobilisation de méthodologies innovantes, l'auto-évaluation des pratiques et la capacité de challenger les processus qualité. Ensuite, il y avait toute une partie plus tournée autour des compétences de savoir-être et de management, leadership transversal, le fait d'être facilitateur, inspirant, d'instaurer un environnement de confiance pour encourager l'autonomie, l'intelligence émotionnelle, la résilience, pardon, et la vision systémique, enfin, dernier bloc. Donc là, c'était l'animation systémique de la qualité, l'animation des démarches participatives. Sur ce premier slide, ça vous dit quoi? Ça vous donne surtout par rapport à la coloration, quels sont les blocs qui ressortent. Je vais bien évidemment ensuite vous montrer en détail quelles compétences. Donc, les compétences de demain, on est sur du bloc lié à la gouvernance et la stratégie. On est sur un bloc, le marron, tout ce qui tourne autour du leadership et puis la vision systémique et collaborative. Mais là, on va voir en détail de quelles compétences il s'agit. Alors, un graphique qui synthétise finalement tout, je vais vous décrire un petit peu comment le lire. Vous voyez ici qu'on a 4 blocs de compétences. Les compétences dites STAR, à investir, à maîtriser, selon vous, pour vraiment compter dans l'organisation et pouvoir accompagner la transformation de l'organisation. Pourquoi est-ce qu'elles sont stars? Comment est-ce que c'est noté? D'un côté, en fait, on va regarder le niveau de préférence, vous voyez si elle a été préférée ou pas. Et l'intensité, ça va venir caractériser le nombre de fois où cette compétence a été la préférée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est les compétences stars. C'est à la fois, c'est celles qui ont été le plus citées en étant les plus importantes. Donc, on retrouve quoi à l'intérieur de ces compétences stars? On retrouve culture QSE, levier stratégique. Donc, euh, ensuite, démarche participative et intelligence collective, changement systémique vers la création de valeur, méthodologie pour résolution de problèmes et empowerment et soutien. Je passe de l'autre côté parce que les clivantes sont intéressantes. Les compétences clivantes, ben, c'est l'inverse en fait. Elles ont été choisies avec une très forte intensité, mais elles ont été choisies comme étant des compétences les moins importantes. Donc, on voit ici la visualisation dynamique des données qualité. Alors, qu'est-ce qu'on mettait derrière? Concevoir des tableaux de bord automatisés, visuels et adaptés aux différents publics pour piloter les actions. Vous voyez le pilotage financier des actions qualité. Alors, peut-être que là, certains peuvent tiquer, mais c'est important de savoir que dans cet item-là, en fait, on parlait des coûts de non-qualité.
et de le calculer le retour sur investissement des actions, projet qualité, en collaboration avec les fonctions financières pour orienter la création de valeur. Raconter la valeur aussi, vous voyez que ça fait partie des clivantes et que vous considérez que ça n'est pas une compétence importante. Valoriser la qualité, en tout cas pas la plus importante. Valoriser la qualité par le storytelling en donnant du sens aux démarches à travers des exemples concrets de réussite et bonnes pratiques pour engager et inspirer les parties prenantes. En neutre, en bas. Les neutres, c'est finalement, elles sont plutôt rejetées, mais vous voyez, c'est parfois oui, parfois non. Donc on est sur, voilà, il y a plus de, on va dire, plus d'avis divergents sur ces compétences-là. Donc on retrouve résilience, autonomie, rigueur. Donc c'est pour faire preuve de résilience, d'autonomie pour soutenir l'équipe dans toutes circonstances. L'animation systémique de la qualité dans un écosystème étendu, donc c'est le fait d'impliquer les parties prenantes externes dans la co-construction des démarches qualité en adoptant une vision systémique. On retrouve également la gouvernance et le pilotage des données qualité. Donc là, c'est le fait d'assurer une gouvernance rigoureuse et éthique des données qualité en s'appuyant sur des outils intelligents pour sécuriser leur collecte, fiabiliser leur exploitation. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous perçoivent aussi que c'est en lien avec la DSI, cette sécurisation et la fiabilisation. Indicateurs intégrant les signaux terrain, l'écoute et la perception et l'intelligence émotionnelle et gestion constructive des conflits. Derrière cette compétence-là, on essayait de mesurer finalement s'il était important pour vous comme compétence de savoir mobiliser cette intelligence émotionnelle avec assertivité dans les contextes sensibles pour trouver des solutions communes. Et enfin, les latentes. Donc, l'attente, elles sont préférées, elles sont plus préférées que le cadran de gauche, mais là aussi avec des avis un peu plus divergents. Donc, on va retrouver le leadership transversal. Donc, vous voyez que le leadership et l'empowerment sont assez proches quand même, hein, et sont vraiment parmi les compétences qui ont été notées comme les plus importantes. Donc là, on est sur impliquer et fédérer les fonctions transverses et ou non techniques en adoptant une posture de leadership transversal pour renforcer l'engagement collectif autour de la qualité. Intégrer la qualité dans la gouvernance, euh, ça c'est quelque chose qui aussi est latent, hein, c'est vraiment d'intégrer la qualité dans la gouvernance pour en faire un levier de performance globale en sélectionnant et en pilotant des indicateurs extra-financiers alignés avec la stratégie QSE et RSE. Et enfin, la pédagogie et traduction des enjeux qualité. Donc là, c'est savoir rendre lisibles et accessibles les enjeux qualité en vulgarisant avec pédagogie les indicateurs et retours clients et en adaptant le discours au langage des métiers. Donc, on arrive ici à la fin de la présentation. Euh, En conclusion, ce que moi, en tout cas, je souhaite noter, c'est que on voit que finalement, on a une fonction qualité, QSE, pardon, et c'était déjà le cas déjà en 2018, hein, on interpellait là-dessus, qui n'est plus un rôle de conformité, mais vraiment un levier de sens, de confiance, de performance. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, la question, elle n'est plus tant le que faites-vous que finalement quelle place les organisations veulent vous donner et quelle place vous avez envie d'avoir et finalement au travers de tout ce que j'ai pu vous partager, sur quoi individuellement vous avez envie de vous positionner. Voilà, je m'arrête ici. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre des Alors, questions. oui, effectivement. Donc, un grand merci déjà, Anne-Laure, pour cette présentation qui est ultra riche en enseignements. Alors, effectivement, d'habitude, je laisse poursuivre les spectateurs pour poser leurs questions dans le chat. Mais en fait, on a déjà énormément, comme tu t'en doutes, de réflexions, de réactions et de questions. Alors, pour que ce soit plus facile, je vais essayer d'en balayer un maximum.
Et en fait, je vais faire les questions dans l'ordre de l'apparition des slides. Ça va être un petit peu plus simple Tu veux de que je suivre. revienne au début du coup? Oui, s'il te plaît. Ok. Voilà. Alors, on avait déjà un slide du début où tu parlais déjà de l'échantillon des répondants. Alors ça, c'est Oui. pour situer. Où quelqu'un dit 42 ans en moyenne, cela fait donc penser qu'il n'y a pas de jeunes qui se lancent dans ce métier. Si, si. Il y a des jeunes qui se lancent dans ce métier, mais on est quand même sur un métier vieillissant. Et par rapport au... je vais reprendre hein, par rapport... on a par exemple beaucoup de... C'est peut-être que les moins de 30 ans, il y a moins de 30 ans. Donc je dirais, est-ce que c'est lié aux études qui sont plus longues? Peut-être. En tout cas, on a plutôt la tranche 36-40 ans qui est en augmentation. Est-ce que c'est le fait des études? On est sur des études plus longues. Et ça, J'aurais plutôt tendance à dire ça, moi, plutôt que le fait que les jeunes ne se lancent pas. Alors, merci. Alors, première question. Ensuite, il y avait le poste que vous occupez. Alors, est-ce que quand tu parles du budget, ça intègre les salaires? Alors, voilà, quand tu parles du budget. La question telle qu'elle était posée était quel budget vous gérez? Donc, je ne saurais pas vous dire exactement. La question ne précisait pas, en fait. Et donc, si la question ne le précise pas, je ne saurais pas vous répondre. Je Oui, pense que bah, je vois bien hein, ce que vous dites, ouais. c'est-à-dire que quand on a un budget, en fonction du niveau managérial où l'on est, on intègre effectivement les salaires. Et puis, j'aurais tendance à vous dire que comme on a quand même des professionnels qui sont à un niveau CODIR, etc., leur enveloppe budgétaire doit intégrer les salaires et par exemple, tout ce qui est primes, etc. Mais là, ça n'est que mon interprétation, puisque cette question n'était pas précisée. Merci Anne-Laure. Alors, ensuite, toujours sur le poste que vous occupez, il y avait en termes de rattachement, a-t-on une idée du pourcentage se rapportant directement à la direction? Oui, 14%. Je crois que ça apparaissait. Alors attendez. Tac, tac, tac. 14% à la direction. Par contre, je n'ai pas le chiffre. Est-ce que c'est direction générale? Je vérifie en même temps. Excusez-moi dans le détail de mes... Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai le chiffre précis, juste la direction générale? Sinon, c'est effectivement ce que tu avais C'est toute la retenu. direction. Ouais. Hum. Alors, ensuite, on enchaîne sur le slide de la reconnaissance. Alors, j'ai 4 questions. Pouvez-vous rappeler quels sont les sujets phares traités dans la slide pour comprendre le recentrage? Alors là, c'était... Alors, du coup, on est plutôt là. Ce ouais, que j'ai. Du coup, c'est la on- question que tu m'as posée tout à l'heure. oui, là, on est... Alors, excuse-moi, parce qu'il y a dû avoir... D'ailleurs, il n'y a pas de souci. ouais, C'était pour... donc tout à l'heure, je disais que c'était un recentrage sur tout ce qui était sujet phare. Et dans les sujets phares, on avait la qualité, la SST, la sécurité, l'environnement. On a aussi de la métro qui ressort. Hop, voilà. Ok. Alors, on avait aussi une remarque. Est-il surprenant ou choquant, voire choquant, de voir que seulement 30% des professionnels QSE participent au comité de direction? Cela pourrait traduire la vraie place de la considération de la notion de SMQ par les directions à débattre peut-être. Alors ça, c'est une réaction plutôt qu'une question Mais qui est très, judicieuse. Hein. c'est une question que l'on a beaucoup traitée. Mm. Peut-être certains le savent ou s'en souviennent. À un moment donné, le groupe AFNOR avait une chaire de recherche avec l'Université de Dauphine Oui, sur l'impact des labels. Et à l'époque, donc on était plutôt dans les années 2010, on voyait une baisse significative, un détachement finalement de cette fonction QSE du CODIR.
j'ai la sensation avec ce baromètre, et donc vraiment il y a eu une perte de vitesse à un moment donné de la fonction QSE. Effectivement, là, on n'est que 30% sont rattachés au CODIR, mais vous vous souvenez qu'on en avait 53% qui prenaient part aux décisions stratégiques. Donc, ça vient quand même. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, et avec toutes les études que j'ai pu mener au sein du groupe AFNOR, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on a quand même une reprise de vitesse de la fonction QSE. Qui se rattache finalement davantage à quelque chose de stratégique. Mais je dirais qu'il y a eu effectivement 2010, etc., on avait un peu une baisse. Alors, est-ce que c'est lié aussi au- à l'élargissement peut-être des systèmes de management que vous Oui, peut-être. gérez? Est-ce que c'est Mm, lié à la mm, RSE? Est-ce que c'est lié à des sujets comme ça? Je ne sais pas dire. ouais. Mais C'était 30%, c'est pas si mal en fait. Alors, il y avait aussi, hein, ça a été appuyé par une autre réaction, 30% de haut codir, c'est faible. Quand on sait que le chapitre 5 enfin, pardon, excusez-moi, le chapitre 5 de leadership est un fondamental de l'ISO 9001. Alors, c'était complété par pourquoi ce chiffre est aussi faible, peut-on l'entendre en pourcentage par taille d'entreprise? Bon, je pense que tu as apporté déjà une petite réponse. Alors, bien Euh, évidemment, excuse-moi, je te coupe, oh, Nicolas. Bien vas-y. évidemment, c'est très corrélé à la taille de l'entreprise. Donc là, j'ai pas en tête, mais oui, Dans le détail, effectivement, oui. c'est corrélé. C'est corrélé aussi au fait que vous soyez manager ou pas, et donc c'est lié aussi quand même aux 45% des professionnels qui sont managers. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le top management, fait partie du CODIR, ça atteint, parce que là du coup j'ai ces chiffres-là sous les yeux, quand vous faites partie du top management, vous êtes 71% à faire partie du CODIR. En middle management, vous êtes 34%. Et prend part aux décisions, vous êtes 29% dans le middle management, 16% non manager. Donc vous voyez, et il y en a quand même 13% qui ne sont pas managers et qui font partie du CODIR. Et ne participent pas aux décisions et ne font pas partie du CODIR, 71% ne sont pas managers. Donc c'est aussi à corréler à ça, bien sûr, à la Alors, posture manager ou pas manager. et justement, sur cette notion de manager, en fait, il y a une réaction que signifie 45% sont managers. Est-ce qu'ils ont une double fonction, manager d'un service et responsable QSE? Alors, je ne sais pas si tu avais ce détail Ce qui signifie, nous, dans l'étude, être manager, c'est d'avoir au moins une personne en à gérer. management. Ouais, 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 voilà. d'accord. Euh, du coup, alors je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, manager d'une fonction de production et avoir la casquette QSE, mais on a vu que euh, le rattachement était quand même très fortement sur les départements qualité, etc. Alors, merci. Alors, on enchaîne. Je te bouscule un petit peu parce Pas de qu'effectivement, souci, j'essaye de il y a, répondre au ouais, maximum. ouais, il y a beaucoup de questions. Malheureusement, je vois que ça continue dans le chat et encore une fois, toutes nos excuses parce qu'on ne pourra pas tout traiter, ça c'est évident. Alors, on arrive au slide rémunération. Avez-vous des pourcentages de salaire pour les nouveaux diplômés? Tout nouveau diplômé, non, j'ai les moins de 30 ans, mais je sais bien qu'on peut être diplômé bien avant. Je vérifie, je vérifie. Non, je ne crois pas que j'ai les tout nouveaux diplômés. J'ai l'âge qui répond un petit peu à cette question-là. Oui, oui, Même oui. si je suis d'accord qu'on peut être tout nouveau diplômé à 50 ans. Mais voilà, il va y avoir une corrélation en fait entre l'âge et le fait d'être nouvellement diplômé. Donc, notez qu'on est bien évidemment très en deçà du salaire moyen et ça va tourner autour des 35 KE en moyenne. Alors, déjà, c'est une réponse, hein. Et il y avait, alors je ne pense pas, je ne sais pas si tu as la réponse, hein. Il y aurait un focus sur l'industrie agro, souvent moins favorable en matière de rémunération. Alors, est-ce qu'en agro, on est Hmm, moins bien rémunéré? Je ne sais pas si non, tu as je vais pas avoir la réponse. On est Voilà. resté sur les secteurs que Exactement. vous voyez sur la slide. Mm. Alors, on enchaîne avec la slide situation satisfaction.
Ta, 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 dans les entreprises où j'interviens, le résultat manager QSE n'est pas intégré directement à la direction puisque les responsabilités et autorités en matière de QSE incombent à la direction, employeur, directeur de site, etc. De par le chapitre sur le leadership des normes sur les systèmes de management. Cela évite que le leadership et les charges de direction soient transférées aux acteurs QSE, mais cela reste mon expérience en France et au Benelux. Voilà, donc c'était une Un réaction. commentaire. OK, merci pour ce commentaire. Ensuite, suite à ma précédente remarque sur, alors ça c'est, je pense que c'était Jean-Marc Gandhi, si je me souviens. Suite à ma précédente remarque sur la participation au CODIR, il semble bien, hélas, que la qualité ne soit pas vraiment un sujet des plus stratégiques. Ça, c'était toujours sur la situation et la satisfaction. Peut-être que Ensuite, là, je dirais que peut-être que ce commentaire est lié au fait à l'intérêt du poste, hein. On voit qu'il est un peu en baisse. Après, il est en baisse, mais attention, c'est quand même à noter on est au-dessus. Enfin, vous voyez que c'est quand même, il est en baisse par rapport à 2018, mais ça reste un critère qui vient expliciter la satisfaction. Donc, l'intérêt du poste est quand même à 7,8. Euh, Vous êtes une fonction traditionnellement qui ne notait pas si facilement que ça. Donc j'aurais tendance à dire que 7,8 sur l'intérêt du poste, et ça vient nourrir, on a vu que l'intérêt du poste pouvait aussi être nourri par l'émission, certes, mais aussi par le niveau. Par contre, effectivement, on a l'implication dans les sujets stratégiques, hein, qui est à 6,1, qui est en deçà euh, de la satisfaction globale. Donc ça vient, voilà. Ce qui est certain, hein, c'est un sujet extrêmement, c'est le sujet quand même c'était aussi la raison de ma conclusion. C'est finalement au regard de ces compétences qui sont demandées et de ce que l'on voit, c'est quelle place dans les organisations peut être donnée à la fonction QSE, même si on voit que ça augmente. Il y a notamment également, qui a été fait par le groupe AFNOR, tout un baromètre sur la culture QSE, où on voit que c'est important, en fait, ce foisonnement, ce déploiement de la culture QSE. Euh, donc moi, je dirais que j'y vois des signaux positifs. très bien. Alors, le dernier slide qui était en interrogation. Alors, les compétences. Serait-il possible d'avoir plus d'informations concernant le poste de coordinateur QSE? Alors, je ne sais pas si tu avais cette granularité. Ah, je vais y arriver. Si tu avais cette précision, Euh, excusez-moi. sur quels étaient sur le poste de coordinateur? Oui, si tu avais plus d'informations concernant le poste de coordinateur QSE, parmi Mais les la question, compétences, sur les ah, compétences. parmi les compétences, Ouais, est-ce que je vais avoir... Alors, toc, toc, toc. Je n'ai pas le coordinateur. Ça ne d'accord. ressort pas, je crois. Il y a d'autres choses qui ressortent. Excusez-moi, hein, Bon, je bah si toc, on toc, l'a toc. pas, on ne l'a pas, hein. Il y a déjà beaucoup Je d'informations, donc regarde, je regarde. effectivement, ouais. Non, j'ai des choses qui vont ressortir. Ah si, coordinateur. Alors le coordinateur, par exemple, est encore moins sur la gouvernance et le pilotage des données qualité. Qu'est-ce que j'ai d'autre chose? Coordinateur, voilà. Le top 5 des compétences sur le coordinateur, c'est la culture QSE comme un levier stratégique, la démarche participative et d'intelligence collective, le changement systémique, le leadership transversal, l'empowerment. J'ai envie de vous dire, je coordonne, je travaille en transverse et en collectif, donc je considère, enfin vous voyez qu'il y a une forte corrélation quand même sur ce qui a été noté, hein, les démarches participatives, le leadership Ouais. transversal, etc. Alors, merci pour ces précisions. Alors, il y avait, je pense qu'on a dû revenir, effectivement, j'avais vu deux échanges concernant cette remarque. Seulement 42% des managers sont des femmes, alors que la fonction de QSE est occupée à 63% par des femmes. Est-ce que cela veut dire que presque tous les QSE hommes sont managers? Voilà. Euh, alors, ce qui est certain, je ne sais pas si on peut arriver à presque tous les managers, tous les managers QSE sont des hommes. Moi, je connais beaucoup de femmes managers QSE.
Pour autant, ce qui est certain, c'est que là aussi, les femmes occupent généralement moins des postes de management et sont généralement moins payées. Voilà, c'est dans la fonction QSE, mais dans d'autres fonctions aussi. Mais pas tous, hein. Je pense on peut pas dire que la majorité des hommes, je ne crois pas qu'on puisse aller jusque, n'être pas sur les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait aller chercher une corrélation entre ça et ça, on ne l'a pas cherché. Alors, je vais essayer de passer deux dernières questions. Sur les compétences, sur ton graphique divisé en quatre parties, je note une contradiction entre F18, démarche participative et d'intelligence collective en STAR, et E15, intelligence émotionnelle et gestion des conflits, plus D12, écoute et perception en rejet et neutre, en fait. Donc, il y a une contradiction entre démarche participative et intelligence collective en STAR et intelligence émotionnelle, gestion des conflits et écoute et perception. Alors, je ne sois pas en... Ben, Alors, je peux supposer pourquoi vous notez cette contradiction. Alors, je suis plutôt en phase avec vous, hein, étant coach et facilitatrice. On a besoin de toute l'intelligence émotionnelle et de toutes les techniques de gestion de conflit pour aller animer des démarches participatives et intelligence collective. Au demeurant, c'est la perception que ont les fonctions QSE de se dire. Alors, en plus, on n'est pas, on est plutôt en neutre, mais on était, souvenez-vous, la question, c'était les plus importantes et les moins importantes. Donc, c'est davantage important et je vais vous redire comment est-ce qu'elle était définie, animer la démarche d'amélioration continue en mobilisant les équipes terrain par des démarches participatives et des techniques d'intelligence collective pour faire émerger, structurer et suivre des actions partagées. Bien évidemment, je vous rejoins que pour ça. Encore faut-il aussi maîtriser, et je vais relire en même temps la compétence E15, mobiliser l'intelligence émotionnelle, l'écoute, l'assertivité dans des contextes sensibles afin de trouver des solutions communes et maintenir la coopération tout en assurant l'atteinte des objectifs. Pour animer la démarche, encore faut-il aussi mobiliser cette compétence. Je suis en phase avec vous. Mais je ne dirais pas que c'est en totale contradiction. C'est que ce qui est le plus important va être, vous voyez, il y a d'autres choses plus importantes en fait, comme la culture QSE, les changements systémiques, etc., qui viennent avant peut-être l'intelligence. Et excusez-moi, j'ai oublié la troisième, parce qu'il y avait une incohérence entre trois pour... C'était écoute et perception qui était en rejet et neutre. Ah La oui, D12. la D12. Alors, la D12, écoute et perception, c'était, alors là, c'est moi qui ai raccourci le texte, c'était écoute et perception des clients et des partenaires. D'accord, oui, Mais c'est là plus où je vous clair. rejoins, c'est que les démarches participatives et intelligence collective, normalement, doivent être aujourd'hui également faites avec les clients et les partenaires. Alors, merci Anne-Laure. Alors, toute dernière question, et encore une fois, toutes nos excuses pour ne pas avoir balayé vos derniers échanges. Alors, dans les compétences STAR, on observe l'absence de compétences de pilotage et KPI. Oui, Voilà. oui, et alors, eh bien, et oui, et je vais vous le poser. J'ai été surprise. Euh, J'ai été surprise. Au demeurant, quand, par exemple, on parle du pilotage financier des actions qualité, puisque quand vous aviez le bloc qui s'affichait, vous aviez vraiment la définition. Et la définition, c'est analyser les coûts de la non-qualité et calculer le retour sur investissement des actions et projets qualité en collaboration avec les fonctions financières. Et là, je me suis dit, parce que peut-être certains d'entre vous l'ont vu, hein, il y a quelques années, on avait mené une étude sur les coûts de non-qualité. Et finalement, c'était vraiment un sujet qui était très, comment dire, ce sont des sujets en tout cas, quand on interrogeait les responsables QSE, que vous preniez à votre main, qui vous intéressait, mais finalement, vous estimiez que c'était plutôt à la fonction financière de mettre ça en place et de piloter, et que vous deviez être finalement un petit peu en position méta pour vous emparer de ces indicateurs. Alors je me dis peut-être que c'est là, autour de cette question-là. De la même façon, la gouvernance et le pilotage des données qualité
c'est assurer une gouvernance rigoureuse et éthique des données qualité en s'appuyant sur des outils intelligents pour sécuriser leur collecte. Là aussi, je me suis dit, mais peut-être que vous estimez que c'est dédié à la DSI. J'ai une deuxième hypothèse qui est peut-être de dire que peut-être que vous estimez que vous le maîtrisez déjà. Et du coup, ça apparaît comme une compétence moins importante parce que la question était bien la compétence de demain, hein. Oui. Donc, soit vous considérez que vous êtes en position méta et que du coup, vous récupérez ce pilotage et que vous les utilisez après pour animer votre système de management. Ou autre hypothèse, comme vous les maîtrisez déjà, ces compétences, vous les avez placées en moins importantes. Ce Alors, sont des merci. Ouais, discussions très intéressantes que nous pourrons oui. avoir au Ah forum ben, qualité. c'est ça, en fait, on aurait pu vraiment continuer à échanger sur tous ces sujets parce qu'en fait, la complexité, c'est qu'effectivement, ça aborde beaucoup, beaucoup de sujets, cette étude. Mais malheureusement, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Alors, merci encore, un grand merci à Anne-Laure Mauduit de Villers pour cette présentation Merci à vous. très, très, très riche en enseignements. Et comme je vous le disais, malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Donc, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dès cet après-midi sur parcourscroisé.com ainsi que le support, puisque on m'a demandé plusieurs fois si le support était à disposition. Et à la suite de cette publication sur Parcoursier, bien évidemment, je vous invite à réagir, liker, commenter, poser vos questions pour continuer donc les échanges. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je remercie encore Anne-Laure pour Merci à ce vous. précieux rendu d'études. J'espère qu'il vous aura apporté les éléments nécessaires pour vous situer dans vos fonctions. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com et je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne journée.